On est bon. Non, on n'est pas bon. Onze, c'est de mieux en mieux. Pardon, 5 minutes. Hop. Note. Allez. Donc, on était en train de faire cet exercice-là. On venait de trouver... alors, attendez, je crois que ça parlait de H. Faut que je reprenne quand même l'exercice. Je l'ai ouvert où? Je l'ai ouvert là. C'est celui-là. Ouais, c'était bien la dimension de SRH qui voulait, solution de H sur R. Donc, il nous reste la question 4 à faire. Donc, allons-y. Alors, pourquoi il ne trouve pas... Je suis en H+. Donc, on veut trouver la dimension de ce qu'ils appellent SRH. Oui, peut-être que je mette le tableau blanc, en fait. Ah, quoique. En fait, comme il y a le truc qui gêne au milieu. Non, c'est pas assez clair quand même, vous voyez pas bien. C'est parce qu'à chaque fois, je sais qu'il y a la double barre qui vous gêne dans le milieu, donc... Ouais, voilà, parce que je sais pas si c'est pas mieux, en fait, sans la barre du milieu, en fait. Oui. Est-ce que c'est possible d'augmenter la luminosité un petit peu? Parce que ça serait mieux, je pense. Alors... Brightness, c'est là. Ça me pose dans cette brightness. Donc ça doit être plus keystone. Non. Ah, non, ça c'est. C'est un peu plus droit peut-être. Après c'est pas très grave. Non, non, non. Donc, ça fait la même chose, génial. Zoom mute, non, 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 j'ai rien d'autre. Alors si je fais menu. Alors. Zoom déplacement, je trace non. Non. Non, je vois rien pour augmenter. C'était menu peut-être. Désolé, on verra, enfin dites-le moi. Je sais pas, c'est juste que là, j'avais oublié de mettre le tableau en blanc et j'ai l'impression que comme il n'y a pas la barre au milieu, c'est mieux, mais dites-le moi. Donc allons-y, on cherche ça, sachant qu'en fait, on sait déjà que Y1, je vais mettre, est solution de H sur 0 plus l'infini. On l'avait trouvé, c'est les questions précédentes, ça faisait Y1 de X. C'était la fonction f moins g, alors je vais mettre un alpha 1, pardon, j'ai encore oublié, f moins g de x, et c'était plus la fonction, je crois, h de x, si je ne me trompe pas. En gros, bref, c'était, je pense, si je ne me trompe pas, c'était shx sur x carré, alpha 1, et j'ai oublié mon bêta 1, plus bêta 1, chx sur x carré. Et du coup, on peut écrire la même chose. Y2 est solution de h sur
moins l'infini 0, ça fait y2 de x qui doit être égal à un alpha 2 shx sur x carré plus bêta 2 chx sur x carré. Alors j'ai un doute si c'est du sur x carré en fait, c'est peut-être du sur x et ça changerait tout. Donc je repars dans le sujet. Non, non, h de x c'est bien la fonction chx carré moins x, et comme à celle-là j'enlève celle-là, ça va bien faire du chx sur x carré. Bon bah ça va être assez facile à faire en fait, au final. Ça va être relativement facile. Maintenant je vais mettre que... donc que y est solution sur R si y est solution sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, et y est de classe C2 sur R. Alors vous n'avez pas à connaître le mot, mais en fait ça c'est ce qu'on appelle les problèmes de raccordement de solution. Oui. H de x, c'est pas S H de x sur x carré. Oui, bah, j'ai inversé f et g et h, mais ça change rien au principe. C'est juste que dans ce cas-là, f moins g, c'est chx sur x carré. Et j'inverse les rôles de alpha 1 et de bêta 1. Mais voilà, c'est... Non, je voulais juste vérifier que c'était bien des sur x carré, parce que si c'est des sur x et pas des sur x carré, on n'obtient pas du tout le même résultat à la fin comme réponse. Donc je voulais vérifier ça, mais là c'est juste oui. Alors dans mes lettres, j'ai inversé h et f moins g, mais ça ne change strictement rien au raisonnement. Alors pourquoi elle doit être C2 sur R? Parce que la solution doit être solution sur... Enfin, c'était une fonction de classe C2 qu'on obtenait, vu que c'était une équative d'ordre 2. Du coup, on va regarder ce que ça veut dire. Alors, vers quoi tend y1? y1 de x, ça tend vers quoi quand x tend vers 0? Alors, c'est y1, elle est sur 0 plus l'infini, ouais, donc quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors, peut-être même avant de mettre un temps, peut-être faire des équivalents ou des DL, peut-être, parce que comme il y a une somme, on va peut-être pas faire des équivalents directs. Égé? Plus l'infini. Pas tout à fait, ça dépend des signes de alpha 1 et de bêta 1. Mais ça doit être l'infini. Sauf dans certains cas, c'est ça qu'il va falloir regarder en fait. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est l'infini? SH et CH, c'est, comment dire, c'est plus ou moins proche de 0, autour de 0, alors que 1 sur x carré, ça explose. Ouais, mais alors justement, si le SHX il était en x cube, ça ferait du x cube sur x carré, ça tendrait quand même vers 0. Donc il faut être bien plus précis que ça. Et en plus, ton argument sur CH est complètement faux. C'est quoi le développement limité de SH? En 0. Et La somme de n égale 0 plus l'infini. je n'avais pas pensé, on fait le développement, on peut faire le développement en série entière pour voir ce que ça fait, oui. J'avais même pas pensé de passer par les développements en série entière pour retrouver votre DL. Oui, oui, complètement. Ça, en fait, ça fait du alpha 1. Et si vous voulez, ça fait du x plus petit o de x sur x carré. Par contre, le CH, lui, son premier terme, enfin comme c'est les puissances paires, c'est du 1 plus petit o de 1 sur x carré. Du coup, ça, en gros, globalement, ça me fait du alpha 1 sur x plus bêta 1 sur x carré, plus derrière... alors, je vais écrire les deux comme ça. Il ne faudrait pas que je l'écrive comme ça, en fait. Non, je dois pas l'écrire comme ça, sinon je perds une info que je veux pas perdre. Je vais l'écrire comme ça. Ça fait alpha 1 sur x, le tout facteur de 1 plus petit o de 1. Et de l'autre côté, j'ai les termes en bêta 1 sur x carré, facteur de 1 plus petit o de 1. La seule chose que j'ai vraiment changé entre les deux, c'est que, en gros, j'ai factorisé. Vous voyez beaucoup moins bien les couleurs, par contre, ça c'est clair.
c'est que j'ai factorisé là-dedans par x. Ça m'a simplifié mon dénominateur et ça fait ça. Et du coup, maintenant, je peux trouver mes équivalents et mes limites. Ceci est équivalent quand x tend vers 0 plus à bêta 1 sur x carré. C'est ça qui explose le plus vite, clairement, si bêta 1 est différent de 0. Et ceci tend, et du coup, ceci tend, quand x tend vers 0 plus, bah, vers plus ou moins l'infini, en fait. C'est même plus précisément, c'est le signe de bêta 1 fois l'infini. Alors maintenant, si bêta 1 est nul, ceci est équivalent quand x tend vers 0. Si le bêta 1 est nul, c'est équivalent à alpha 1 sur x, encore une fois, si alpha 1 différent de 0. Et ceci tend quand x tend vers 0 plus, bah, vers signe de alpha 1 fois l'infini. Oui. Dans les opérations, on a fait petit o de x sur x carré c'est égal à petit o de 1 sur x. Si tu veux, c'est un peu ça. C'est la même chose, j'ai juste mis le x en facteur devant, pour le voir comme un équivalent. Mais c'est exactement l'idée. Donc, y1 est prolongeable par continuité en 0, si et seulement si quoi? Je viens de dire que si bêta 1 est non nul, ma limite c'est l'infini. Si alpha 1 est non nul, ma limite c'est l'infini. À quelles conditions je peux avoir une fonction qui va être continue en 0 pour commencer à essayer de créer une fonction C2 sur R? Julien? Alors soit tu dis tout le contraire de ce que tu voulais dire, soit c'est complètement faux. Si quand ils sont nuls, ça tend vers plus l'infini. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Parce qu'ils sont pas nés, donc il faut que les souligner. Voilà, c'était si et seulement si alpha 1 égale bêta 1 est égal à 0. Sauf que si alpha 1 et bêta 1 valent tous les deux 0, je suis où? Je suis là. Alors, bah, y1 de x, ça devient la fonction nulle. Je ne fais pas les calculs, c'est la même chose. Il en va de même pour y2 de x, qui doit être égal à 0. Du coup, la seule solution sur R à ce problème, c'est la fonction nulle. Et donc, l'espace vectoriel engendré est de dimension 0. Ouais, la fonction nulle n'engendre pas de dimension. Donc, y de x est égal... Enfin, y, je vais même pas mettre ça. Je vais mettre y est égal à la fonction nulle sur R. Et la seule solution de H sur R, ce qui implique que dim de SRH, vous voyez encore, non, il faut que je le mette en dessous, c'est égal à 0. Si on a le temps, et je pense qu'on peut prendre le temps, vu que je suis pas en retard, faudra que je vous sorte mon exo horrible, enfin ce que j'appelle mon exo horrible. C'est le premier exo d'équadif que j'ai fait quand moi j'étais étudiant en prépa. Je crois qu'on y a passé 2 ou 3 heures. C'était une équadif d'ordre 1 général où on avait fait toute la théorie et où il y avait toutes les techniques calculatoires d'intégrale dedans et il y avait 2 raccords à faire pour essayer de trouver des solutions sur R qui faisaient faire des équivalents. Enfin, c'était pas ma vraie première équadif, mais c'est l'équadif bilan qui faisait voilà tout ce que vous savez faire maintenant en analyse, quoi. En gros, j'exagère. En première année. Et c'est vraiment un truc dans lequel vous avez tout. Vous avez les DL qui sont cachés, les calculs de primitives, les résolutions d'équadifs du coup avec ça vaut le coup parce que ces problèmes de raccord, c'est vraiment pas des problèmes simples en fait. C'est pas vraiment au programme, mais un problème peut clairement partir là-dessus avec je fais des solutions par-ci par-là et après j'essaye de raccorder. Et même à l'oral, c'est complètement envisageable parce que le professeur est là en face pour vous expliquer les choses et vous dire non mais
Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait une solution? Vous avez une solution de chaque côté, enfin ça peut s'amener et se faire. Mais voilà pour cet exercice. C'était plutôt pour les raisonnements de dimension qui m'intéressaient, cet exercice. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors ça, c'est vraiment juste un truc... je vais peut-être pas le refaire, celui-là. Euh, Alors, je me rappelle plus des calculs, mais celui-là, je vous l'ai fait faire. Alors, je vous le mets juste pour vous rappeler l'idée, pour vous dire l'idée de ce qu'il y a. Ah, Monsieur, oui, oui. Donc celui-là, normalement, je vous l'ai fait faire la première question déjà. C'est celui-là dont je vous avais donné les quadifs et je vous avais donné trouver toutes les solutions développables en série entière. Vous avez même à le réapprendre pour aujourd'hui, je pense. Donc on l'a déjà fait cet exercice-là. Je vais pas le refaire. Est-ce que quelqu'un se rappelle, ce serait magique, mais des solutions qu'on obtenait à la fin de ça? Y de x, c'est quoi? Je sais qu'il y avait la dérivée de la géométrique qui apparaissait, mais est-ce qu'il y avait autre chose, Clément? B, je crois, du A en 10, 1 de x sur 1 moins x tout carré. Je pense que Pardon? Égé, ouais, voilà. alors c'était sur 1 moins x au carré. Non, 1 moins x tout au carré. On avait que ça comme solution. Et donc, du coup, il devait y avoir un paramètre alpha multiplicatif qui devait correspondre au U0 ou un truc comme ça. j'avais alpha 1. Ouais, alpha 1. Ok, c'est ça. Alpha 1, x. Et il n'y a que ça. Ok. Bah, s'il n'y a que ça, s'il faut qu'on le fasse, l'exo, alors. Du coup, je m'étais. Alors, pourquoi? Je vais pas vous mentir. Je me suis dit de tête si je dois reprendre l'exo, mais c'est comme ça que je réfléchis sur des exercices. Regardez la question 2. Ah, bah non. Bah, du coup, c'est facile. Non, bah, c'est bon. Si. On va faire la question 2. Mais elle est facile. Je me disais, ils vont pas nous faire un Vronskin ici, quand même. Non. En gros, on a trouvé ça comme solution. Donc ça, ce sont les solutions DSE. On est d'accord? On admet, le calcul, on l'a fait. C'est la méthode qu'on a revue hier. Je vais pas refaire tous les calculs de ça. Ça a déjà été mené. La question 2 aussi m'intéresse ici. Est-ce que toutes les solutions de x(-1) y seconde plus 3xy' plus y égale 0 sur 0,1 sont des restrictions d'une fonction développable en série entière sur moins 1? Et juste, j'insiste, cette fonction est développable en série entière sur moins 1. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous à la question 2? Et la réponse, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est faux et est-ce que c'est compliqué? Je vais vous donner l'indication, parce que c'est ça que je pensais et que j'avais peur derrière. Quand j'ai lu l'exo, moi je pensais qu'on avait fait ça. Et je croyais qu'il y avait un plus bêta 1 derrière. Et s'il y avait un plus bêta 1 derrière, la réponse change complètement. Pourquoi? Alors, j'efface mon plus bêta 1 vu qu'il n'y est pas. Alors je vais mettre pour tout x appartenant à 0,1, y de x. Alors je vais mettre y de x et la restriction d'une fonction DSE. Ça veut forcément dire que y de x, ça s'écrit alpha 1 x sur 1 moins x carré. C'est la question 1. Mais y de x veut dire ça, c'est équivalent à dire que y appartient à quoi? Égé? C'est infini moins 1 en 2.
Oui, je suis d'accord, mais alors là, c'était même pas ça que je voulais dire. On est en équadif. On est avec une équadif d'ordre 2. On vit dans quel type d'espace vectoriel? On est en train de vivre dans un espace de dimension 2. Si c'est la restriction d'une fonction de développement en série entière, elle s'écrit comme ça, et c'est pour ça que s'il y avait eu un plus bêta 1, ça change et tout, ça veut dire que c'est dans vect de la fonction qui est ici, vu que j'ai qu'un paramètre alpha 1. Si j'avais eu un plus bêta 1, j'aurais dû mettre plus la même fonction sans le x en haut, par exemple. Et qu'est-ce que ça change? Bah ça change que y appartient, je vais peut-être te le mettre en toute phrase, est dans un EV de dimension. Est-ce que toutes les solutions sont développables en série entière? Bah non. Pourquoi, Julien? Parce qu'on est censé avoir l'ensemble des solutions qui est de dimension 2. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le cours. Mais à quelles conditions on a le droit d'appliquer le cours? Parce que il a été continu. Non, c'est pas ça qui doit être continu. Daouda? Les solutions qui sont continues. Bah non, c'est Y. C'est pas les solutions. Égé? A0, A1 et A2 sont continues. Ouais, alors normalement, il n'y a pas de A2 pour une équatif d'ordre 2, parce que justement, on est censé la résoudre en Y seconde. Donc, il n'est pas censé avoir de coefficient devant la dérivée seconde. C'est pour ça que les A0 et les A1, c'est plutôt les coefficients derrière. Mais c'est ce qu'on va dire nous. Et donc, Y est dans l'espace de 1. Or, maintenant, je vais mettre que pour tout x appartenant à 0,1, je vais mettre Y solution de E, qui est là-haut, hein, mais ça s'appelle pas E, faudrait dire que vous l'appeliez E. C'est équivalent à dire, parce que si je suis sur 0,1, ça ne s'annule pas. Donc je peux dire que c'est équivalent à dire que ceci, ça fait du xx-1, y', plus 1 sur xx-1, y est égal à 0. Or, hein, et la fonction qui a x donne 3x sur xx-1, et la fonction qui a x donne 1 sur xx-1, sont continues sur 0,1. L'argument, c'est, je vais mettre que ce sont des fractions rationnelles à dénominateur non nul. Et du coup, le cours d'équation différentielle assure que les solutions de h sur 0,1, il faudrait détailler, mais on est d'accord, c'est l'ensemble des solutions de h sur 0,1, enfin la dimension de cet espace est égale à 2. Donc, toutes les solutions ne sont pas développables en série entière. Oui, Axel? Au niveau, dans une copie concours, est-ce qu'on est, par exemple là, est-ce qu'on est le cours est différentiel ou on est juste. Le cours, d'après le cours, dites-moi que votre argument, c'est du cours, pour dire que c'est pas vous sortez ça de votre chapeau. Après, là, il n'y a pas d'infos sur le fait que c'est de dimension 2, donc on sait bien que vous le sortez de quelque part. Mais faites attention à dire que c'est un argument en gros de cours sans vouloir le préciser, si il y avait été soufflé dans le sujet que c'était de dimension 2 ce qu'on se faisait. Parce que si c'est soufflé, on se dit oui, bah moi aussi je sais lire le sujet. Oui, Égé. Quand vous avez dit qu'il n'est pas censé avoir de A devant Y prime, parce que quand on a vu la définition, encore, la forme générale de l'équation 10, c'était A0 Y prime est égal à A1 Y prime. Non. Alors toutes les solutions ne sont pas DSE, ne sont pas des DSE. Non, alors je reprends le cours, mais on va voir. Tac. C'est juste au-dessus du Vronskien. Ah ouais, elle est là, guerre. Tout est quadif, tout cours d'équadif, 100% de vos cours d'équadif, même en première année,
ne se fait qu'avec des équations qui sont résolues dans la dernière variable, entre guillemets. Si je voulais faire une équative d'ordre 4, j'isolerais le x dérivé quatrième. Pourquoi? Parce que justement, en fait, si ici, en fait, c'est ça qui pose tout problème. Si la fonction qui est là devant s'annule, toute la théorie s'effondre. C'est ça qui fait le problème, en fait. Et c'est pour ça qu'on a absolument, il faut absolument pas que la fonction qui soit là s'annule. Sinon, on ne peut plus rien dire. Enfin, le problème devient ingérable, hein, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on la divise toujours et on regarde où est-ce qu'on a le droit d'étudier ça pour faire les calculs. Sinon, on ne peut pas répondre. Et c'est pour ça que quand ça s'annule, c'est là où c'est compliqué, il faut faire des raccords. Et les raccords, vraiment, il n'y a pas de méthode, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faudrait que je vous retrouve mon exo absolument super long, mais ultra technique sur les équadifs, parce que je me rappelais qu'il y avait 2 raccords, et qu'il y en avait un où on avait besoin de poser, un peu comme on a fait là, que 2 paramètres étaient nuls, mais sur l'autre raccord, il y avait besoin qu'un seul paramètre était nul. Enfin, c'est même pas symétrique des deux côtés, quoi. Ça montre vraiment le côté un peu, comment dire, compliqué des choses, quoi. Ok. Donc, encore un exo, vous voyez, encore un exo de la banque CCINP où on joue beaucoup sur, comment dire, sur le jeu des dimensions, qui est juste, est-ce que vous connaissez votre cours? Ça, moi, je trouve que c'est bien pour vous, parce que c'est pas vous faire beaucoup de calculs, mais ça vous fait réfléchir, est-ce que je maîtrise mon cours ou pas? T'as une question, Axel? Si maintenant c'est vos zéros, quoi, mais que ce qui est devant le x secondes, Ouais. on peut pas juste résoudre une équation du premier ordre. Elle est nulle en un point seulement. C'est pas la fonction nulle, sinon il n'y a pas d'équadif d'ordre 2. C'est une fonction qui est nulle en certains points. En ces points-là, tu ne peux pas résoudre une équadif en un point. Donc non, ça marche pas. Non, c'est vraiment, il se passe des choses compliquées. Alors, je voudrais faire un vrai exo en entier. Ça, je vous avais montré comment on fait. Bon, celle-là, on va être sur le même problème que l'autre. Hein, bon, on va faire, tiens, ouais, non, ça je vous l'ai pas fait. Il faut qu'on le fasse. Ah non, ou alors je fais ça. Ouais, c'est celui-là l'exo complet. Ok. Si je veux vous faire un exo pas fin, c'est cet exercice-là. Alors, on va y passer du temps, parce que les calculs sont juste longs, hein, mais là-dedans, il y a tout. Je vous donne une équadif d'ordre 2. Ah, quoique non, faut que je vérifie, il faut que je fasse les calculs. Je peux pas vous dire tout ce qui va se passer de tête, mais normalement, j'en ai un, donc ça doit être celui-là, j'espère. Quel est la pire truc qui peut vous arriver en équadif d'ordre 2? Vraiment, c'est l'exo le plus long de la Terre, mais vous avez tout dedans. Je vous donne une équation différentielle qui est celle-ci. Je vous dis, trouvez les solutions développables en série entière de l'équation homogène. Ok, c'est la question 1. La pire chose qui peut vous arriver, c'est vous trouver, entre guillemets, une solution. Vous trouvez un espace de dimension 1. Mais vous savez que les solutions homogènes vont former un espace de dimension 2. Donc ce qui veut dire qu'il vous manque un type de solution. Mais vous en connaissez un maintenant. Donc là, votre Wronskien marche. Le Wronskien permet de dire « Ah, j'ai la première solution, je vais trouver la deuxième ». Donc avec le Wronskien, vous trouvez... Donc après, vous avez une solution DSE. Après, vous faites le Wronskien. Donc je rappelle que faire le Wronskien, c'est résoudre l'équadif du Wronskien, puis résoudre l'équadif pour trouver la deuxième solution. Vous passez par le Wronskien, vous trouvez la deuxième solution. Maintenant, vous avez votre combinaison linéaire de deux solutions homogènes, et on vous rajoute un second membre. Et pour trouver les solutions du second membre, là, vous n'avez pas le choix, vous faites votre variation des deux constantes, qui vous font résoudre à nouveau deux équadifs. C'est l'exo le plus... vous avez toute la méthode, vous avez tout dans votre cours, il n'y a plus qu'à mener les calculs de A à Z. Et toutes les méthodes étape par étape sont toutes calculatoires. Ok ? Allons-y, faisons-le.
il faut bien qu'on en fasse un de A à Z pour voir ce qui se passe. Alors, la seule chose que j'ai un doute ici, peut-être que je vous ai arnaqué et que peut-être qu'on va trouver 2 solutions développables en série entière. Et dans ce cas-là, pas besoin de passer par le Wronskian, on gagne du temps. On va voir. Donc, c'est parti pour la question 1. Toujours la même chose, je vais mettre F et solution de H développable en série entière sur moins RR avec R strictement positif implique que je vais mettre 1 plus t carré f seconde plus 4t f prime, oula, ah non, c'est plus 2f, excusez-moi, c'est bon, est égal à 0. Ce qui est équivalent pour moi à ce que 1 plus t carré, somme pour n égale 2 à plus l'infini des an n, n-1, x puissance, t puissance, pardon, n-2, plus 4t somme pour n égale 1 à plus l'infini des an n t puissance n-1, plus 2 fois la somme pour... Ouais, non, bon, mon exo tombe à l'eau. J'aurais pu y réfléchir, mais je le vois là maintenant. On va tomber avec 2, si je me trompe pas. On va se trouver avec 2 suites. Il y aura les 2 fonctions qui seront développables en série entière. Bon, ça va nous faire une variation de la constante. an t puissance n est égal à 0. Du coup, allons-y, on regroupe comme d'habitude. Attention, je le redis, ici le coefficient, il a 2 degrés différents, donc je vais séparer cette somme en 2 au niveau d'ici. La première somme va me donner somme pour n égale 2, c'est un 2, à plus l'infini. En l'état, tiens, question en passant qui n'a rien à voir. En l'état, en pratique, après une demi-heure d'écriture, c'est mieux comme ça ou il faut que je referme pour mettre le blanc? Avec le problème du trou du milieu. Vous devez forcer pour arriver à lire ou pas? Non, ça va, vous forcez pas? Si vous forcez pas, c'est bon, je pense. Mais... Là, du coup, je rentre le t carré là-dedans. Si je range le t carré là-dedans, je vais avoir du t puissance n. De l'autre côté, je vais rentrer le 4t là-dedans. Ça va me faire du 4 an n t puissance n. Et je vais rentrer le 2 là-dedans. Et je vais avoir du 2 an t puissance n est égal à 0. Alors on l'a refait hier, je vais pas détailler trop, mais en gros il faut que je mette tout à la même puissance, donc je vais devoir poser j égale n-2 ici, et je fais du zel, parce que comme c'est une qu'on n'a pas faite, et que en gros les autres j'ai pas à décaler, donc en gros je peux tout appeler j si je veux, mais les autres je vais rien décaler, je vais juste appeler j égale j. Si je le fais, ça me fait la somme pour j égale 0 à plus l'infini. Alors si j vaut n-2, n vaut j plus 2. Donc ça me fait du aj plus 2. J plus 2 facteur de j plus 1, t puissance j. Derrière, je vais avoir une somme pour n. Non, j'ai dit que je mettais tout en j. J égale 2 à plus l'infini des aj, j moins 1. Oui, Axel? Si on met là, en mettant bien une nouvelle variable pour changer une variable, est-ce Pas- qu'on peut préciser... J'ai pas compris ce que tu as dit au début, Axel. pardon. Si en mettant bien une nouvelle variable pour le changement d'indice, pour le décalage d'indice, est-ce que on est obligé de mettre j égale à n-2 ou est-ce qu'on peut le mettre à copie et mettre directement j égale à 0 à j plus 2? Si tout est bien décalé, on comprend, je pense. Encore une fois, tiens, j'ai oublié de te le dire en rendant ton DS d'ailleurs, Axel. T'as plus espacé. Là, c'était beaucoup plus lisible ce que tu as fait tout le long de ton DS. Enfin, c'était bien mieux. Non, mais justement, j'allais dire, mettez-le au cas où. C'est juste que donner des infos à vos correcteurs pour pas le larguer, ça peut être que bien pour vous. Enfin, Mais tant qu'on comprend, on veut bien continuer le calcul. Mais s'il commence à y avoir, vous décalez une variable et les bornes sont pas bonnes et ce qui est à l'intérieur c'est pas cohérent, on se dit bon le calcul n'a plus de sens. Je passe en bas,
Je vois s'il y a tentative d'arnaque ou pas. Si les calculs sont faux et que ça aboutit pas, de toute façon, j'arrête de lire et je passe à la suite. Et s'il y a tentative d'arnaque à la fin, là, je regarde bien en détail et là, je fais où est-ce qu'on peut enlever des points bien comme il faut et même ailleurs dans la copie. Voilà. Il me reste un terme à écrire, excusez-moi. J'avais un autre truc à vous dire. Je sais plus. J'ai oublié. J'avais un truc à vous dire. Ah, c'était pour égayer Paloma. Juste pour information, vous avez pas votre note sur 20, mais votre note sur le total, là, 103, c'est le même barème que Jamila et Adam. Vous pouvez vous baser sur Jamila. Juste pour vous dire, elle avait eu 27 à ce DS. Adam, on peut pas trop se baser parce que il savait qu'il allait avoir un sujet de Minpon d'analyse et il avait bossé le sujet le week-end juste avant le DS. Et cette andouille, alors qu'il y avait aussi un sujet central, il aurait dû me le dire et il aurait fait le sujet central plutôt que faire le sujet Minpon, mais il a préféré faire le sujet Minpon qu'il avait bossé le week-end. Alors oui, il a eu 65. Voilà. Mais c'est pas un 65 honnête. Il aurait jamais eu 65 en n'ayant pas bossé le sujet le week-end. Après, ça veut quand même dire qu'en ayant bossé un sujet le week-end, il serait passé, lui, il était au-dessus de Jamila, je pense, donc j'en sais rien, peut-être un 35, un 40, mais il est passé à 65 avec un truc comme ça. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez vous dire quelque chose. Mais c'est plus Jamila qui a du sens que Adam sur ce DS-là. En fait, j'avais oublié que c'était celui-là. Je me rappelais qu'un DS de Minpon, Adam avait fait le DS à l'avance, sans me le dire. Mais je me rappelais plus que c'était celui-là. C'est quand j'ai repris ses notes pour vous le dire que j'ai fait oui, ah d'accord, c'était celui-là où il avait eu. En gros, il a eu 18,8 sur 20. Voilà, c'est. Comme quoi, c'est possible d'avoir 18,8 sur 20 à Minpon, mais il faut avoir fait le sujet la veille. Je pense pas que vous arriverez à le faire pour le jour du concours. Ou si vous y arrivez, vraiment, vous êtes très très fort. Ou alors vous prenez de très très gros risques. Maintenant qu'on est là, je dois regrouper les termes de la somme qui sont qui sont tous ensemble. Donc je vais regrouper tout ce qui commence à j égale 2. Donc ça va me faire la somme pour j égale 2 à plus l'infini des t puissance j. Et ce que je vais avoir là-dedans, c'est du aj plus 2, j plus 2, j plus 1, plus aj. Alors j, je vais avoir du facteur de jj moins 1, plus 4j, plus 2. Ça, c'est tout ce que j'ai dans mes sommes. Et derrière, j'ai tous mes termes qui ne sont pas où il reste des termes. Donc là, par exemple, dans ce terme-là, je dois avoir un terme en j égale 0 et en j égale 1. Donc si je les écris, ça va me faire du A2 fois 2. C'est tout. Le terme pour j égale 1, ça va me faire du A3 fois 3 fois 2 fois t. Donc ça, c'est pour les termes de celle-ci. Ici, j'en ai pas. Ici, j'ai un terme pour j égale 2 qui doit sortir. Le terme... pour j égale 2, pardon, pour j égale 1. Pour commencer à 2, il faut que je sorte le terme pour j égale 1, excusez-moi. Donc j'ai un plus 4 A1 t. Et là, je dois sortir les deux termes pour j égale 0 et j égale 1. Donc je vais me retrouver avec du 2A0 plus 2A1t. Et tout ceci doit être égal à 0. Comme on l'a revu hier, par unicité du DSE de la fonction nulle, ceci est équivalent à ce que... Alors, je vais regarder ce que j'ai. En termes constants, j'ai du 2A2 plus 2A0 est égal à 0. En termes d'ordre 1, j'ai du 6A3 plus 4A1 est égal à 0. L'autre relation, ça va me donner AJ plus 2. Pour tout J, là il me manque un quantificateur.
c'est pour tout j supérieur ou égal à 2. AJ plus 2 facteur de j plus 2, j plus 1, plus AJ, et je vais développer un peu là-dedans. Si je développe un peu, ça me fait du t carré. Non, du j carré, pas du t carré. Qu'est-ce que je raconte, moi? J carré plus 3j plus 2. Je vous rappelle, c'est le même truc qu'hier. En fait, j carré plus 3j plus 2, ça refait du j plus 1 facteur de j plus 2. Monsieur, Oui. donc, ce serait pas 6 à 3 plus 6 à 1, parce qu'il y a aussi Ah, j'ai raté le 2 à 1. Merci. Merci, ouais. Merci Loïc. J'ai raté le 2 à 1 tout au bout. T'as tout à fait raison. Ça m'arrange mieux. Enfin, ça m'arrange mieux. Ça va être plus simple à écrire. Et donc, ça serait écrit ce système. J'ai A2 qui vaut moins A0. J'ai A3 qui vaut moins A1. Et après, j'ai AJ plus 2. Bah, en fait, les termes se simplifient. Donc, j'ai AJ plus 2 qui vaut moins AJ. Pour tout J supérieur ou égal à 2. Monsieur, Oui. vous avez mis un carré sur le A2 monsieur, dans la somme. Non, là, ici, alors c'était un x2. Parce que c'est juste que j'ai recopié mon terme sans réfléchir. Et donc, quand je le lis, j'ai vu que quand pour j égale 0, j'avais A2 fois 2 fois. C'était ça que j'ai lu. Ok. Bon, c'est pour ça que je vous dis que non, j'ai raté. Je voulais trouver l'exo où j'avais une solution DSE, puis le Wronskien, puis le machin. On n'aura pas de Wronskien ici, vu on va avoir un espace de dimension 2 pour les solutions développables en série entière. Alors par contre, j'avoue que cette relation de récurrence sur les équadifs alors elle est très simple par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'elle va vous perturber. Juste sans mener les calculs à partir de la récurrence, est-ce que quelqu'un voit c'est quoi ces suites à J entre guillemets? Axel, tu penses le voir? Ege aussi? Les autres? C'est pas très compliqué à comprendre ce qui se passe. Ça va être quoi? Alors, encore une fois, je vous fais la remarque, c'est une suite décalée de 2 crans comme Wallis. Du coup, je vais écrire un truc pour ce que c'est que A2n et je vais écrire un truc pour ce que c'est que A2n plus 1. Mais je vous assure qu'on peut le faire de tête, hein. Enfin, pour moi, il n'y a même pas besoin de... Je pourrais même mettre récurrence admise à côté, ça me choquerait pas. Julien? Pour A2n à moins 1 puissance n à 0. Ouais. Et pour En fait, on ne fait qu'alterner le signe tous les 2 crans. Donc en fait, ça c'est du moins 1 puissance n à 0 et ça c'est du moins 1 puissance n à 1. C'est juste ça. On peut mettre par récurrence admise, mais je vous assure qu'il n'y a rien de... Vous pouvez le faire par votre produit télescopique classique, hein. C'est juste ça va vous faire un produit des moins 1. Et produit des moins 1, comme ça ne dépendra pas de l'indice K que vous mettrez en bas, vous devrez sortir un moins 1 puissance nombre de termes et ça vous fait du moins 1 puissance n. C'est vraiment... Ça marche pareil, mais je pense que là, on va pas dire que ça sort de votre chapeau, quoi, le résultat. Enfin, ça me paraît à peu près évident de pouvoir l'écrire. Donc, en fait, f de x, je vais pouvoir écrire que c'est la a0 fois la somme pour n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n t, c'est pas f de x, c'était une variable t plutôt. Donc f de t fois t puissance 2n. Et ensuite, on a les termes impairs qui vont de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n fois t puissance 2n plus 1.
Alors, je vais vous le réécrire juste pour calculer les sommes et donner le rayon de convergence. Je vous ai dit, l'étape qui manque surtout, c'est de trouver le rayon de convergence. Ceci, ça fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini des moins t carré à la puissance n. Et celle-là, je peux sortir aussi un t, ça fait a1t, somme pour n égale 0 à plus l'infini des moins t carré à la puissance n. Donc c'est la même série en fait qui sort. Et du coup, je peux dire que pour tout moins t carré appartenant à moins 1, 1, parce que c'est ça le domaine de définition de la série géométrique, donc ce qui est équivalent à dire que t doit appartenir lui aussi à moins 1, 1, on peut dire que ceci, ça fait ça sur 1 plus t carré, plus 1t sur 1 plus t carré. En fait, je peux le réécrire, je devrais le réécrire directement comme ça. Ça fait du a0 plus 1t, le tout sur 1 plus t carré. C'est ça mes solutions de mon équadif. Donc f vaut ça, et l'équation h admet bien des solutions DSE. Bah attendez, je dis une bêtise, non? C'est marrant. C'est pas une erreur de calcul, mais ce qui est marrant, c'est que non, j'ai besoin absolument que t soit entre moins 1 pour dire que c'est développable en série entière. Non, c'est juste ça, c'est juste que la fonction arctangente, elle est juste développable en série entière sur moins 1, en fait, même si elle est définie sur R. Admet bien des solutions DSE. Alors, je vais mettre sur moins 1. Alors, on n'a pas fini la question, on a fini notre recherche de solutions développables en série entière. Je remonte juste sur la question. La question, c'était, je veux trouver les solutions de cet équadif sur R. Donc maintenant, là, par contre, pour une fois, on va avoir à faire ce que tu m'avais proposé hier, Axel. C'est-à-dire que là, maintenant, moi, j'ai des solutions qui sont celles-ci sur moins 1. Et je veux trouver les solutions sur R. En fait, on va juste réinjecter dedans et voir que ces fonctions sont définies sur R et ce sont les solutions sur R. Je ne vais pas faire la réinjection, mais il faut juste le dire qu'on doit le faire. De plus, je vais mettre la fonction f de t est égale à a0 plus 1t sur 1 plus t carré, et clairement C2 sur R, c'est A1t en haut, c'est pas un 1 A2t, c'est A1t. Et C2 sur R, je vais mettre quotient, non, ou pas quotient, excusez-moi, c'est un produit que je veux mettre. Produit d'un polynôme et de la dérivée d'arctangente, qui est donc forcément continue, enfin C2 sur R. De plus, f de t est C2 sur R et solution de H. H est équivalente pour tout t appartenant à R à l'équation x secondes. Je vais devoir diviser par le coefficient dominant encore une fois pour la rendre résolue en x secondes. X secondes, ça me fait, je dois diviser par 1 plus t carré. X secondes plus 4t sur 1 plus t carré x prime plus 2 sur 1 plus t carré x est égal à 0. Avec t donne 4t sur 1 plus t carré et t donne 2 sur 1 plus t carré continue sur R. Donc les solutions de H sur R
forme un EV de dimension 2. Et je vais préciser que les fonctions, alors je vais me donner une base de solution, je vais noter f1 et f2. Et f1 de t qui est égal à 1 sur 1 plus t carré et f2 de t qui est égal à t sur 1 plus t carré, qui sont les deux solutions que je peux former à partir de ça. C'est comme ça que je les trouve, mes fonctions f1 f2. Font que f1 f2 sont deux solutions non collinaires de H. H, c'est vect de f1 f2. Alors, juste, il manque un truc, mais c'est de l'ordre de... C'est quand je dis ici, et sur une copie, je pense vraiment que ça passe. Hein. Et solution de H. Alors, ça passe du moment que vos calculs avant sont corrects et que vous avez trouvé la bonne fonction. Mais du moment que vous ne mentez pas, on ne vous dira rien si vous mettez vérification faite au brouillon. Je vais être clair avec vous. Hein. Un étudiant de message, je sais qu'il ne l'a pas fait, la vérification. Mais c'est pas grave, du moment que ses calculs sont corrects, j'ai rien à dire. Parce que c'est juste de la perte de temps de le faire. Si vous êtes sûr de vos calculs. Si votre solution f de t au-dessus est pas bonne, bah vous auriez dû faire la vérification, vous vous serez rendu compte que ça marche pas et qu'il y a un problème et que c'est pas la solution de votre équadif et que vos calculs de la solution DSE étaient pas bonnes. Ah mais non, parce qu'il faut absolument que tu dises que parce que toi tu as trouvé une solution, c'est ce que je disais là-haut. Alors je remonte un tout petit peu, mais on a trouvé des solutions développables en série entière que sur -1. Et on veut, là le but de la question c'est de trouver les solutions réelles. Bah, il se trouve que les fonctions qu'on a trouvées sont des SE que sur -1, mais sont des fonctions définies sur R. Donc là, il faut vérifier qu'elles sont bien solutions sur R, en fait. Donc il faudrait le faire. Mais on va pas... Et puis je vais être clair, hein, vous me mettez à vérifier, vous faites 20 lignes de calcul. Si vous avez la bonne solution au-dessus, je ne lis même pas vos calculs. Enfin, je vais en bas. Ah oui, c'est bon. Ou alors si vous aboutissez pas en calcul, je fais mais où est-ce qu'ils ont merdé, quoi. Mais je passe à la suite et au moins vous avez essayé de vérifier, vous avez les points de vérification, quoi. J'exagère. Oui. Si c'est les solutions dans le néant de convergence et c'est défini sur plus tard, c'est pas forcément, ça vérifie pas l'équation sur plus tard forcément. Bah en fait comme ça la vérifie sur un ensemble infini de points, ça doit marcher. Mais on n'a pas l'argument de cours pour le faire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le dire qu'on le vérifie. Mais c'est juste qu'on n'a pas d'argument de cours pour dire... La régularité des coefficients fait que c'est pas possible que ça marche pas en fait. Enfin, le fait que les coefficients sont continus, enfin l'équation est continue, entre guillemets, on peut pas avoir une rupture ou un changement d'expression de la fonction entre guillemets. En fait, ça a toujours marché, il faut juste dire. Ouais, c'est exactement ça. Ok, donc j'ai mes solutions homogènes. Donc on va quand même passer à la deuxième partie, qui est la partie qui est nouvelle aussi, clairement, de ce chapitre. C'est que maintenant, on vous demande de résoudre l'équation E. Alors, je remonte. Parce que j'ai besoin de savoir, le second membre, j'ai mis 1 sur 1 plus t carré. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, question 2. Je vais mettre x... Peut-être que j'écrive quand même au noir. Comme c'est pas très... Oh, ça va. X est solution de H sur R. C'est équivalent à dire que X de t, c'est alpha fois F1 de t plus bêta fois F2 de t. Trouvons une solution particulière de E, pas de 2, de E, par variation des deux constantes.
je pose xp de t, c'est alpha de t f1 de t, plus bêta de t f2 de t. Et maintenant, je pose mon système des variations des deux constantes que je suis obligé d'apprendre. Alors, je vous l'ai expliqué hier, l'idée est relativement simple. Je ne dérive que mes constantes, et de l'autre côté, je mets 0. Je dérive tous les termes, terme à terme, sans réfléchir au sens de l'opération mathématique, et je mets le second membre derrière. Donc, je cherche en fait à ce que alpha prime de t fois f1 de t plus bêta prime de t fois f2 de t est égal à 0. Et de l'autre côté, je vais mettre alpha prime de t, f1 prime de t, plus bêta prime de t, f2 prime de t. Et là, il faut que je mette le second membre. C'est pour ça que j'étais relire le second membre. Le second membre, c'est 1 sur 1 plus t carré. On a le système, il faut voir ce que ça veut dire. Alors, on va voir que ça va être assez simple quand même. Parce que là-haut, ça va me faire du... Ah non, pas, je dis une bêtise. Enfin, si, ça va quand même être simple. J'ai alpha prime de t. Alors, celle que j'ai appelée f1, c'est sur 1 plus t carré plus bêta prime de t facteur de t sur 1 plus t carré qui est égal à 0. Et l'autre équation, je vais l'écrire à la ligne parce que je pense que j'ai besoin de beaucoup de place pour l'écrire, l'équation qui va là en dessous. J'aurais pas dû me mettre sur le côté, excusez-moi. Je vais écrire alpha prime de t. Oh non, bah non, je suis bête. Si, pour le deuxième morceau, bon, c'est un quotient, ça ira. Je vais essayer de me tasser là-bas. Je vais avoir du alpha prime de t. Je dois dériver la fonction 1 sur 1 plus t carré. Bah, c'est la dérivée d'une inverse. Donc ça va me faire du moins u prime sur u carré. Donc ça va me faire du moins 2t sur 1 plus t carré au carré. Et derrière, j'ai besoin d'un plus bêta prime de t. Et je dois dériver la deuxième fonction. Donc là, c'est un quotient. Donc c'est du u prime v. Donc ça va me faire du 2t fois t moins... Non, u prime v, je fais n'importe quoi. C'est du 1 plus t carré, pardon. U prime, ça vaut 1, v, ça vaut ça. Moins uv prime, donc moins 2t carré sur 1 plus t carré au carré. Et ça doit faire 1 sur... Non, vous voyez pas le bord. Ah! Et tout ceci doit être égal à 1 sur 1 plus t carré. Alors tout mon système, je vais pouvoir le multiplier par 1 sur 1, enfin par 1 plus t carré, qui est strictement positif. Si je multiplie tout mon système, ça va être beaucoup plus propre et beaucoup plus léger ici, ça va me faire ça. Enfin même la première ligne, je vais la multiplier par ça, et la deuxième ligne, je vais même la multiplier par ça au carré, je pense. Ça va être beaucoup plus léger à lire. Je vais obtenir ceci pour la première équation, ce qui est quand même beaucoup plus léger. Et pour la deuxième équation, je vais obtenir ceci. Derrière du bêta prime, je vais avoir du 1 moins t carré pour le bêta prime. Ouais. Il faut résoudre ce système. Axel? En lisant alpha prime de t, on aura la première équation, on aura alpha prime de t égale à moins t des prime de t, puis après on le remplace. Oui, si tu veux, on peut, ça revient à faire un pivot, mais oui. Ça revient à faire un pivot. Si je fais 2t fois 1 plus 2, ça va me faire disparaître les alpha prime de t. Et ça va me faire du 2t carré b prime de t plus 1 moins t carré b prime de t est égal à 1 plus t carré. Donc
ça implique que bêta prime de t, alors j'ai du 2t carré. Waouh! Ça fait juste bêta prime de t égale 1, si vous simplifiez. Ça fait du bêta prime de t fois 1 plus t au carré est égal à 1 plus t au carré. Donc ça fait bêta prime de t égale 1. Du coup, ça va pas être très compliqué. Ça va me donner du bêta de t qui vaut t. Je vous signale que je veux trouver une solution particulière, donc j'ai pas besoin de mettre plus constante. Et du coup, après, l'équation 1 devient alpha prime de t est égal à moins t carré. Ce qui implique que alpha de t, ça vaut du moins t cube sur 3. Donc, xp de t, ça fait moins t cube sur 3 fois, c'était la fonction f1 qui faisait ça, et l'autre c'était plus t fois t sur 1 plus t carré. Donc ça fait du 1 sur 1 plus t carré, facteur de moins t cube sur 3 plus t carré. C'est ça ma solution particulière. Et les solutions de E sont de la forme x de t qui vaut alpha. Non, c'était les fonctions f1, je les avais appelées. Donc alpha f1 de t plus bêta f de 2t plus xp de t. Voilà. Oui, Axel. Vu qu'on a une application, il ne faudrait pas vérifier le résultat avant le discours, comme des intègres. Alors, on sait qu'il y a des solutions à la méthode de variation des deux constantes. Donc si mes solutions sont ça, je sais que c'est mes solutions, je n'ai pas besoin de vérifier. Je ne serais pas sûr que toutes solutions de ce système seraient solutions du problème initial, ça poserait un problème. Mais là, c'est une méthode qui dit, si je vérifie ça, j'obtiens pour alpha et pour bêta des solutions. Donc l'implication est dans le bon sens pour ne pas avoir à vérifier. Bon, je voulais refaire un Wronskien avec cet exo. Il n'y a pas de Wronskien dedans. Il faut qu'on en refasse. On va en refaire. On a le temps sur les exercices là-dessus. On a refait une variation des deux constantes et ça, c'est important aussi. Est-ce que ça va pour cet exercice? Mais vraiment, je maintiens, vous avez une méthodologie de A à Z pour résoudre une équative d'ordre 2 avec second membre du moment qu'il y a une solution qui est développable en série entière. On vous dit, cherchez les solutions développables en série entière, vous trouvez une solution. Trouvez une autre solution, vous avez le Wronskien. Trouvez une solution particulière, vous avez la méthode de variation des deux constantes. Je dis pas que c'est des exos courts, loin de là. On y a passé un gros temps sur cet exercice, alors qu'il n'y avait même pas le Wronskien à faire. Mais techniquement, c'est complètement faisable du début à la fin des exos comme ça. Soyons clairs, ce serait une partie entière de problème. On n'attend pas à ce que vous fassiez ça en moins d'une heure, du début à la fin. Oui. Monsieur, la méthode de variation de Franchon, est-ce que c'est garanti de donner des systèmes qui peuvent être résolus par des opérations plus ou moins équivalentes? De façon théorique, non. Si on vous donne l'exo, oui. Si on vous donne l'exo, c'est que vous êtes capable de trouver alpha prime, de primitiver alpha prime et bêta prime. Mais de façon absolue, non. On sait juste que on va obtenir derrière dans alpha prime et dans bêta prime des fonctions continues. Donc on sait par théorème fondamental de l'analyse qu'il existe des primitives, donc que ces fonctions existent, donc qu'il existe une solution particulière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On sait que ça va marcher d'un point de vue théorique. J'insiste aussi sur si cet exo doit tomber, chose importante pour vous, j'insiste sur mettez votre cours. Qu'est-ce que je veux dire par mettez votre cours? Imaginons, vous n'avez pas trouvé vos solutions homogènes. Vous n'avez pas réussi la méthode de développement en série entière.
vous dites quand même à cette question-là, si j'avais trouvé mes deux solutions développables en série entière, enfin, ou mes solutions et par Wronskien ou machin, pour trouver une solution particulière, j'aurais dû résoudre ce système par variation des deux constantes. Il y a au moins un point pour donner le système de base, hein. C'est-à-dire qu'on doit faire une différence entre celui qui va donner le système de base et celui qui va juste passer la question sans rien faire. Donc mettez votre cours sur ce genre de choses, parce que ça s'apprend, du coup on sait que ça s'apprend, et tout truc qui est appris et qui donne une information qui n'est pas dans le sujet, ça vaut forcément des points. Ok. Alors, donc, il fallait qu'on fasse ça aussi à un moment. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout du cours, c'est pas du tout du programme, mais ça peut arriver dans des exos. Ça s'appelle faire des changements de variables dans des équadifs. Vous avez sûrement fait ça l'année dernière dans des exos d'équadifs. C'est juste, en fait, on vous donne une équadif ultra moche, on sait pas la résoudre, et on vous dit, oh, posez ça, et si vous posez ce qu'il faut, la nouvelle fonction, on peut obtenir une équadif sur la nouvelle fonction. Alors, il y a plusieurs façons de poser les calculs et de les mener. Je sais pas si je fais les deux méthodes, enfin, on va voir, parce que si je fais la mauvaise, je vais faire la bonne après, vu que je sais jamais. Mais en gros, on peut toujours écrire les calculs dans les deux sens. Et il n'est pas évident comment il vous pose les changements de variables, dans quel sens il faut écrire les calculs pour que ça se passe bien. Alors, donc, on vous demande de résoudre cette équation E sur 0 ouvert plus l'infini. En considérant f solution de E, et g de u, qui est la fonction f de exponentielle u, déterminer une équation différentielle grand F d'ordre 2 à coefficient constant vérifié par g. Donc là, c'est ça, en fait. Vous avez une équadif à coefficient non constant. Vous ne savez pas la résoudre. Enfin, si vous étiez en première année, vous ne savez pas la résoudre. Si je vous donne votre changement de variable, ça devient une équation différentielle à coefficient constant. Celle-là, on saura la résoudre. À partir de la résolution de ça, on pourra résoudre l'autre. On pourra refaire une variation des deux constantes pour le second membre. Donc c'est ce qu'on va faire. Comment vous menez les calculs pour essayer de trouver une équadif qui va être vérifiée par G? Comment vous lancez dans les calculs? Je vous dis, j'ai une équadif pour f, je pose g de u, c'est f d'exponentielle u, et on vous demande de trouver une équation différentielle f d'ordre 2 à coefficient constant vérifiée par g. Il y a pour moi, entre guillemets, deux stratégies. Et je vais vous expliquer pourquoi il y en a une que je préfère par rapport à l'autre. Julien, qu'est-ce que tu ferais? Vu qu'on veut résoudre sur 0 plus l'infini et que l'exponentielle u est toujours positif, Ouais. on peut dire que pour tout dessus, on essaie de résoudre éclarer f de exponentielle u, compter f de exponentielle u plus exponentielle u égale à tgn de t. Non, là tu rates complètement quelque chose qui va être important pour la suite des calculs. Tu es dans ce que je vais appeler la première stratégie, mais tu as raté complètement quelque chose. Et ce qui fait que tu vas pas du tout aboutir. Égay. Si f c'est la solution de alors g de ln de u, ça serait solution. Alors là, toi par contre, tu pars sur la deuxième méthode. Ce que je vais appeler le deuxième point, c'est comment vous menez vos calculs. Alors, je vais parler de ce que je vais appeler idée 1, qui est une mauvaise idée pour moi. La meilleure idée, c'est l'idée 2, c'est celle que tu as, Égay. Et on va voir pourquoi. L'idée 1, c'est, puisqu'on vous donne g de u et qu'on veut obtenir une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant sur g, l'idée 1 pour moi, c'est calculer g' u, g seconde de u, et je n'ai pas d'autre mot que de dire bidouiller l'équation E, bidouiller ou à partir de E, pour obtenir. Et c'est pour ça que j'aime pas cette méthode, parce qu'il y a une étape de bidouillage. Il y a une étape où vous pouvez dire, j'ai mes calculs de dérivés, ah ouais, si je les injecte dans l'équadif, je vois qu'il y a des simplifications, mais c'est pas très très clair, et je vous assure que c'est pas super clair, et vous n'y arrivez pas. Alors, souvent, c'est plutôt ce que je vais mettre en idée 2, et c'est plutôt celle-là qui est la meilleure idée sur les deux si vous pensez à celle-là, mais je vous assure qu'on peut s'en sortir avec la première. J'ai déjà vu et des profs et des étudiants s'en sortir avec la première méthode.
C'est juste l'étape de bidouillage, c'est une étape calculatoire qui est personnelle et qui va marcher. Oui. Monsieur, est-ce qu'il y a des versions de cette question-là où qu'une seule des deux idées marche? Non, enfin, l'idée 1, c'est le problème, c'est que l'étape de bidouillage, enfin, je vais essayer de la faire aussi, mais vous allez voir que c'est peut-être pas si naturel que ça. L'idée 2 est sûre d'aboutir. S'il n'y a pas d'erreur de calcul, l'idée 2 va aboutir d'un point de vue mécanique, c'est obligatoire. Si la question est vraie, s'il n'y a pas d'erreur de calcul, l'idée 2 aboutit sans réflexion. L'idée 2, c'est pas ça. C'est l'idée 2, entre guillemets, on part plutôt de transformer E. Alors je mets transformer E, ou c'est plutôt partir de E. Mais en remplaçant f par une fonction de g. Et c'était ton idée Égée, c'est-à-dire... Je vais commencer par l'idée 2 pour vous montrer à quel point c'est juste carré, ça marche et ça découle. Mais c'est ça que vous devez penser vous-même. C'est-à-dire que la relation g de u égale f de exponentielle de u, si je pose t qui vaut exponentielle de u, ça revient, c'est équivalent à écrire que f de t, c'est g de ln de t. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? Du coup, ça implique que f' de t, et c'est votre dérivée de composé, si vous ne maîtrisez pas vos dérivées de composé, ça n'ira pas. F' de t, ça va faire du 1 sur t, g' de ln de t, c'est la dérivée de composé. F seconde de t, bah maintenant c'est la dérivée de composé encore, et il y a la dérivée d'un produit en plus. Donc ça va faire du u', donc moins 1 sur t carré, g' de ln de t, plus uv', excusez-moi. Donc ça va me refaire du 1 sur t carré, parce qu'il y a un autre 1 sur t qui va sortir. G seconde, vous voyez encore? C'est juste g seconde de ln de t. Bon, c'est en tout bord de tableau, mais voilà. Ça fait du g seconde de ln de t. Et du coup, maintenant, j'injecte dans E. Alors, je vais recopier mon équation E, parce que je ne la connais pas par cœur. Justement, dans cette méthode-là, non, je vais écrire du t. Je vais injecter l'équation. Parce que j'ai réécrit f' de t, f seconde de t. Oui. C'est le but. Et justement, c'est le défaut que j'appelle de l'idée 1. Parce qu'en gros, l'idée 1, tu vas tout écrire en U. Et tu vas écrire des exponentielles U. Et tu vas devoir voir ce qui se compense. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas naturel avec l'autre méthode. Alors, le t là qui est l'exponentielle u, c'est pas le même t. Si. Pourquoi c'est le même t que dans l'équation? Parce que j'ai écrit f de t, et f' de t, et f seconde de t. Et f est une solution de l'équadif. Donc si j'injecte f dans l'équation, ça me fait t carré f seconde de t plus 3t f' de t plus... Donc c'est le même t. Et d'ailleurs, dans l'autre méthode, il faut le voir aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir transformer les t à un moment en exponentielle u dans l'autre sens. Donc je remets juste mon équadif pour pas la perdre, pour savoir ce que je fais. Mais donc maintenant que j'ai ça, bah, je vais écrire que t carré fois moins 1 sur t carré g' de ln de t. Plus 1 sur t carré g seconde de ln de t. Plus 3t fois 1 sur t g' de ln de t. Alors c'était pour h? C'était pourquoi qu'il voulait... Attendez, je remonte. Ah non, c'est l'autre. Ok, non, on garde bien le second membre. C'était juste ça que je voulais vérifier. Plus g de ln de t. Alors ça va pas être vrai du coup.
elle n'est pas à coefficient constant. Elle est à coefficient constant du point de vue de l'équation homogène. Alors, les t carrés vont se simplifier. En fait, il y a un truc bien, c'est que tous les termes en t, justement, ce terme-là va se simplifier avec ça, ce terme avec ça, ce terme-là en t va se simplifier avec celui-là. Donc si je la réécris, je vous assure qu'on va tomber sur g seconde de ln de t plus 2 g' ln de t plus g de ln de t est égal à t ln de t. Alors je vais poser une autre lettre. Je vais poser, si je pose V qui vaut ln de t, ça c'est bien une équation du type g seconde plus 2g' plus g. Alors par contre, il faut que j'écrive le second membre par rapport à la nouvelle variable. Donc ln de t ça fait v, mais le t faut le voir comme un exponentiel de v. C'est ça mon équadif. Et celle-là, elle est beaucoup plus facile à résoudre que l'autre parce que justement, l'équation homogène, elle a coefficient constant. J'en avais quand même une variation des deux constantes à faire pour trouver mon second membre. Ou alors, vous appliquez votre cours de l'année dernière sur tous les cas particuliers quand le second membre est exponentiel. Et vous devez arriver à le faire, mais vous n'avez plus besoin. On peut appliquer la variation des deux constantes, ça va marcher. On perd peut-être quand même un petit peu de temps avec la variation des deux constantes, mais ça fait qu'avec une seule méthode, ça marche dans tous les cas. Donc voilà pour l'équadif. C'est celle-là l'équadif qu'on devait obtenir. Et vous êtes d'accord qu'il n'y avait pas trop de doutes sur l'obtention de l'équadif du moment qu'on part de l'idée de départ de... En fait, l'idée de départ, c'est vraiment je vais dériver f comme une fonction d'autre chose plutôt que de dériver la nouvelle fonction g qui me donne. Alors, je vais quand même présenter l'autre méthode, mais je l'aime beaucoup moins. Je ne sais même pas si je vais aboutir parce que l'étape de bidouillage, c'est du bidouillage. J'ai pas de technique particulière, ou alors si, mais ça va être lourd. Oui, Axel. Au niveau, quand on utilise le champ variable v égale n de t, ou même avec g vu égale f de u exponentielle u, il ne faut pas prouver que c'est bijectif pour. Comme ce qu'on fait dans les champs variables, dans les équations, au niveau des algebras. Est-ce qu'on a besoin de la bijectivité? Je pense pas qu'on ait besoin de la bijectivité, je pense qu'on ait besoin d'être sûr de... C'est plutôt de la surjectivité, c'est-à-dire comme on voulait la résoudre sur 0 plus l'infini. Il faut être sûr que le changement de variable qu'on pose nous donne un truc qui arrive dans 0 plus l'infini. C'est juste ça. Donc le exponentiel u marche bien, etc. Mais à part ça, non, je pense même pas qu'il y a besoin de bijectivité. C'est juste qu'en gros, tu vas parcourir plusieurs fois ton intervalle R. Donc même un changement en cosinus, enfin, c'est-à-dire si on sait que c'est sur moins 1, si les solutions, on sait qu'on les cherche sur moins 1 et que tu poses un cosinus, c'est juste que ta solution, elle va faire beaucoup de fois la résolution de l'équadif au lieu de la faire une seule fois. Mais je pense vraiment pas qu'on a besoin de la bijectivité pour ça. Du coup, je reprends l'idée 2. Non, qui était l'idée 1, mais que j'ai préféré. En fait, on vous donnait g de u qui vaut f de exponentielle de u. Ok? Bah, c'est facile. G' de u par dérivée de composé, ça fait du exponentiel u f' de u. F' de exponentielle de u. G seconde de u, bah, c'est la dérivée de ça, donc ça va faire du exponentiel de u f' de exponentielle de u plus... Bah, si je dérive pas l'exponentiel, ça va me faire du exponentiel de u au carré, vu que j'ai un autre exponentiel de u qui va sortir, fois f seconde de exponentielle de u.
Du coup, là, il n'y a pas trop le choix. Il faut que vous vous rendiez compte que vous voulez écrire E, mais en remplaçant T, il n'y a pas le choix. Parce qu'en fait, enfin, si vous écrivez E, je vais l'écrire. E, en F, elle s'écrirait comme ça. C'est quoi ce plus prime qu'il y a eu? J'ai pas oublié un coefficient quand même. Je remonte. Non, non, c'est juste j'ai un prime qui traîne là qui n'a aucun sens. Bon. Plus f de t égale à tln de t. Sauf que moi, je veux écrire des trucs par rapport à... On est d'accord, dans mon équation, enfin si ça marche à peu près, dans mon équation ici, ce que j'ai par exemple, c'est du E de U, F' de E de U. Du coup, j'ai pas trop le choix, le t qui est là-dedans dans mon équation. Le t qui est dans l'équation qui est là, je vais le remplacer par quoi? C'est ce qu'il faut voir, mais il n'y a pas trop le choix. Si je veux faire apparaître des g et trouver une équation en g à partir de ça, j'ai pas trop le choix. Est-ce qu'on est tous d'accord que je dois poser t qui vaut exponentielle de u? J'ai pas trop le choix en fait. Si je pose t qui vaut exponentielle de u, que devient mon équation? Mon équation devient exponentielle de u, f seconde de exponentielle de u. Plus 3 exponentielle de u, f' de exponentielle de u. Ah oui, il manque un exponentielle de u au carré ici. Merci. Et ça, du coup, bah, ça va me faire du exponentiel de u fois u. Ok. Et comment on continue? Bah regardez, c'est là qu'apparaît... Là, pour moi, c'est complètement logique. C'est là qu'apparaît pour moi l'étape de bidouillage. Alors ici, elle va bien marcher, mais c'est là qu'apparaît pour moi ce que j'appelle l'étape de bidouillage. Là, vous devez reconnaître, ah bah ça, c'est évident. F de exponentielle de u, ça, c'est g de u. Ici, vous pouvez reconnaître que 3 exponentielles de u, f' de exponentielle de u, oh bah regardez, c'est ce que j'ai encadré là-haut. Donc ça fait du 3 g' de u. Donc jusque-là, c'est facile. Et là, il y a un micro-bidouillage à faire. C'est quoi EU au carré f seconde de exponentielle de u? Ouais. En fait, c'est ce terme-là qui apparaît. C'est le terme que j'essaye d'encadrer là, que j'encadre bizarrement. Donc en fait, ce terme-là, c'est g seconde de u moins exponentielle de u, f' de exponentielle de u. Et là, maintenant, il faut revoir un autre truc. Oui, ce truc-là, maintenant, c'est moins g' de u. Et si vous voyez tout ça, ça marche aussi, ça fait du... Au final, on va bien obtenir g seconde de u plus 2g' de u plus g de u est égal à exponentielle u fois u. Donc, l'étape qui est un peu du bidouillage, c'est que j'étais sûr que j'allais obtenir une équation en g, et si elle devait être à coefficient constant, avec l'autre méthode, je suis sûr que je vais obtenir ce que je veux. Ici, il faut que je reconnaisse les termes. Et je vous assure que là, les calculs sont relativement faciles. Le bidouillage est relativement facile. Il y a des fois où le bidouillage est un peu plus dur. C'est-à-dire que si le bidouillage, ici, c'est pas pile du g', vous allez commencer à dire que c'est un bout de g' plus des termes qui se compensent, vous allez compenser des trucs ici, et il y a peut-être deux trucs qui vont se simplifier et qui vont faire que ça marche au final. Donc le bidouillage peut être plus compliqué que ça. Mais par contre, si cette méthode-là demande du bidouillage, on peut s'en sortir. L'autre méthode aboutit tout le temps. Alors c'est à vous de réfléchir à qu'est-ce que je veux, enfin, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux. J'ai une équation en f, on me demande une équation en g, c'est pas facile de trouver une équadif sur une nouvelle fonction. Par contre, injecter f de quelque chose dans mon équadif, ça c'est faisable. Enfin, injecter f de t dans mon équadif, remplacer f de t dans mon équadif par une fonction d'autre chose, ça c'est faisable. Bon, voilà pour les deux méthodes. Ça, c'est pas du cours, c'est nulle part dans votre cours. Vous n'avez rien dans le cours pour faire ces changements de variables dans une équadif. C'est un truc d'exo. Mais il fallait qu'on le voie une fois, ces changements de variables dans les équadifs, parce que ça peut vous arriver. On avait fait un exo, c'était au moment des séries entières, justement. Parce que justement, avec les exos de séries entières,
on peut faire des résolutions des quadifs. Mais il y avait une partie que j'avais mis dans le TD des quadifs, dans le TD de série entière, mais où j'avais mis aucune question à cocher là, parce que c'était que des équadifs. Et pour résoudre une équadif non à coefficient non constant, ils utilisaient un changement de variable comme ça, pour obtenir une équadif à coefficient constant, mais ils vous la donnaient. C'est-à-dire qu'ils vous disaient, en posant tel changement de variable, obtenez que la nouvelle fonction vérifie tel équadif. Comme ça, vous pouviez résoudre l'équadif, enfin, vous pouvez, comme c'était un problème, vous pouviez rebondir sur vos pieds. Ok, donc maintenant qu'on a l'équadif, on peut la résoudre. Maintenant, c'est résoudre f et en déduire les solutions de e. Donc, allons-y. Donc, je vais mettre résolvons f. L'équation f, c'est celle-là. Comme on a posé comme on a posé t qui vaut exponentielle u et que ceci était dans 0 plus l'infini, je vous rappelle que le u, donc, notre u ici, il appartient à r. Donc résolvons f sur r. Ok. Je vais parler de h déjà. H, c'est l'équation g seconde plus 2g' plus g est égal à 0. Alors là, on retombe sur votre cours de l'année dernière. Par contre, j'en ai besoin ici. Comment on résout ça? Calcul delta. Delta, c'est, enfin, on écrit, pardon, l'équation, ce que vous appelez l'équation caractéristique. R carré plus 2R plus 1 est égal à 0, ce qui, je vous assure, est équivalent à dire que R plus 1, le tout au carré, est égal à 0. Donc je suis en train de dire que j'ai une racine double, donc je suis en train de dire, sans faire le moindre calcul, que le delta est nul. Quand le delta est nul, et que du coup ma solution c'est R est égal à moins 1, quelle est la forme de la solution homogène? GH de t, elle a quelle tête? Axel? Alors, entre parenthèses, AT plus B exponentielle moins R, c'est moins 1T. Ouais. GH de t, c'est une solution de la forme AT plus B exponentielle moins t. Parce que delta vaut 0. Donc on a la solution de H. Maintenant, bah tiens, je vais faire... trouvons une solution particulière à f. Et juste pour vous montrer, normalement, vous avez dans le cours l'année dernière comment gérer un second membre exponentiel et polynomial. Du coup, oui, Égé. Alors, normalement, vous avez un truc dans votre cours qui vous explique que parce que ici, en gros, j'ai un 1 et que mon R, c'est moins 1, donc comme c'est pas la même chose que la racine, le 1 qui est là-haut n'est pas la même chose que la racine, il suffit de chercher une solution, et on va voir que la méthode des variations des deux constantes va sûrement nous faire la même chose. Normalement, notre solution particulière, elle est de la forme P de U fois exponentielle de U, et le P de U, on doit le chercher de même degré que le polynôme qui est là. Si ça avait été une racine en commun, si c'était une racine double, il fallait le chercher de degré P plus 2. Si c'était une racine simple, il fallait le chercher de degré P plus 1. Normalement, il y a un truc comme ça qui traîne. On n'en a pas besoin. J'ai pas besoin que vous appreniez plein de variations de plein de méthodes. On a une méthode qui marche tout le temps, qui est la variation des deux constantes. Donc, trouvons une solution particulière à f par la variation des deux constantes. Allons-y. Ma solution, elle est de cette forme-là. Je vais poser GP de t qui vaut... je vais l'écrire A de t fois t exponentielle moins t plus B de t fois exponentielle moins t. GP vaut ça. Et je vais résoudre le système. Je dérive mes coefficients. Je mets mes fonctions derrière. Et ça doit être nul. Et si je dérive tout, donc alors maintenant, il faut que je dérive t exponentielle de moins t. Donc si je dérive t, ça me fait exponentielle de moins t plus... Alors ça ne va pas me faire plus, ça va me faire moins.
t exponentielle de moins t. Là, ça va pas me faire un plus aussi, ça va me faire un moins b' de t exponentielle de moins t quand je vais dériver l'exponentielle. Et ça va être égal au second membre. Et le second membre... Ah, je l'ai mis en variable t. Ouais, c'est pas très très grave. J'ai remplacé u par t en fait. Enfin, j'aurais dû mettre des u partout. Mais c'est... Là, je mets t appartenant à R. Enfin... Ok. Je vais multiplier clairement par exponentielle de t toutes mes équations, vu que j'ai des exponentielles moins t partout à gauche. Donc je multiplie plutôt... vous le voyez pas en fait. Ah si. Ça va me faire a' de t fois t plus b' de t est égal à 0. En dessous, ça va me faire a' de t facteur de 1 moins t moins b' de t est égal à t exponentielle de 2t. Et puis je remultiplie par exponentielle de t, il ne faut pas que j'oublie sur le membre de droite. Bon, ça a l'air à peu près évident. Enfin, pour moi, il y a un truc à faire sur ce système pour trouver ce qui se passe. Si je les note 1 et 2, ces équations, là, je pense que vous devez voir un truc qui va faire marcher les choses. Julien? Si on fait 1 plus 2, on enlève le b'. Ouais, si on fait 1 plus 2, ça va vous faire a' de t qui vaut t exponentielle de 2t. Du coup, je vais aller chercher a de t comme l'intégrale de 0 à t de x exponentielle de 2x dx. Il faut primitiver ça. Ça, c'est une méthode classique, c'est un truc qui se fait par IPP. Vous avez un polynôme et une exponentielle, si vous dérivez le polynôme, il va disparaître, il ne restera plus que de l'exponentielle que vous savez primitiver. Oui? Normalement, tu peux résoudre sur 0 plus infini, c'est pour ça que notre intégrale commence à 0. Non. Je cherche une primitive. Une primitive, elles sont toutes égales à une constante près. Quand je vais faire mes calculs de crochet, quel crochet je veux pour avoir pas beaucoup de calculs? Enfin, quelle valeur dans le crochet je veux injecter? C'est pour ça que je prends... Non, c'est juste pour ça que je prends 0. Au contraire, si on était sur 0 plus l'infini ouvert, je pourrais certainement pas prendre 0 comme borne du bas. Je devrais prendre un truc comme 1 ou 2, ou... Enfin, ce serait pas dans 0 plus l'infini ouvert. Là, on la résout sur R, cette équation F. Je préfère mettre des bornes parce qu'une IPP, ça se fait avec des bornes. Si vous me faites des IPP sans bornes, vous allez me faire des conneries. Du coup, si je fais une IPP, alors je vais le mettre ici, je fais une IPP, je vais poser U de X, non, je primitive quelque chose et je dérive autre chose, donc je vais primitiver U' de X, je vais dire que c'est exponentielle de 2X, qui me donne que U de X, c'est exponentielle 2X sur 2, V de X, je vais le poser X, qui implique que V' de X, ça vaut 1. U et V sont bien entendu C1 sur R, toutes les deux. Du coup, ceci, ça me fait le crochet des deux fonctions. Moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. Donc ce a de t me fait du t exponentielle de 2t sur 2 moins 1 demi, et ça je peux en faire le crochet direct, il y a re 1 sur 2 qui apparaît, à prendre entre t et 0. Donc ça me fait du t sur 2 moins 1 quart, le tout facteur de exponentielle de 2t au final. Ah non, je fais une bêtise. Excusez-moi. Parce que j'ai pas calculé mon crochet en 0. Là, mon crochet en 0, il fait pas 0.
ça fait t sur 2 exponentielle de 2t, moins 1 quart de exponentielle de 2t, plus 1 quart. Ok. Oui. Et surtout le moins 1,5 à la deuxième ligne. J'ai sorti le 1,5 qui est là de l'intégrale. Moi, je crois que c'était proche. Non. Avant de passer au crochet, je ressors le 1,5 pour tomber sur ma primitive de référence. Comme toutes les primitives sont égales à une constante près, si je veux, je peux m'enlever le 1 quart. C'est-à-dire, j'ai calculé 1 quart comme ça, mais je peux dire, on peut aussi prendre Du coup, il n'y a pas de sur 2 dans le crochet, parce que vous l'avez retiré. si, quelle est la primitive de exponentielle de 2x? Voilà, je veux juste pas que vous oubliez de 2, mais c'est ça. On peut prendre a de t qui est juste ça. C'est ce que je voulais faire au départ, mais il fallait que je fasse bien mes calculs. Juste ça, toutes les primitives diffèrent d'une constante. Toutes les primitives, je peux préciser peut-être, il reste un peu de place, de a'. Donc je peux prendre a de t qui est ça, parce que c'est juste ça va être un peu lourd sinon. Donc maintenant, si j'injecte dans 1, ça va me donner b' de t. Je remonte sur 1 b' de t qui fait moins a' de t fois t. B' de t qui fait moins a' de t fois t, ouais, c'est ça. Donc b' de t qui fait moins t carré exponentielle de 2t. Et il faut refaire la même chose. C'est pas très marrant, mais b de t, je vais encore dire que c'est l'intégrale de 0 à t de moins x carré exponentielle de 2x dx. Comme j'ai déjà expliqué que je faisais mon IPP, je vais aller un peu vite ici. Ça va me faire du moins le crochet de mes deux fonctions à prendre entre t et 0. Du coup, comme j'avais un moins, je passe à un plus. L'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. La dérivée, ça fait du 2x ici, et là, ça fait du exponentiel 2x sur 2. Ce qui fait que mon b de t, ça vaut du moins t carré exponentiel 2t sur 2. Et je vais simplifier, plus l'intégrale de 0 à t de t exponentielle de t dt. Et là, vous me refaites certainement pas une IPP. Ah, c'est des x dedans. Ouais, pardon, je vais trop vite à vouloir écrire. Merci, Aouda. Mais là, vous me faites certainement pas... Je suis où? Vous me faites certainement pas une IPP là-dessus. Ceci, c'est l'intégrale qu'on vient de calculer. Je remonte, mais c'est l'intégrale qu'on vient de calculer là-haut. Hein. Donc ça, c'est juste... donc ceci, ça fait moins t carré e de 2t sur 2 plus a de t. A de t qui est là-haut, donc ceci, ça me fait du moins t carré sur 2 plus t sur 2 moins 1 quart, facteur de exponentielle de 2t. Bon, ben on a gagné. La solution s'appelait G. GP de t. Ça faisait AT fois t fois exponentielle de moins t plus B de t fois exponentielle de moins t. Ça va me faire au final du coup du... Je remultiplie par t. Hein. Donc si je remultiplie par t, ça va me faire du t carré sur 2 moins 1 quart de t, facteur de seulement exponentielle t. C'était du exponentiel de t, mais que je multiplie par exponentielle de moins t.
Et le B, du coup, ça va me faire du moins t carré sur 2, plus t sur 2, moins un quart de exponentielle t. Et là, j'avais un peu peur, mais comme quoi la magie marche. Parce que je vous ai dit qu'on devait chercher un polynôme de même degré que le polynôme initial, et il était de degré 1, et là j'obtenais des polynômes de degré 2. Mais vous voyez que le terme ici en t carré sur 2 va aller se simplifier avec le terme ici en moins t carré sur 2. Du coup, il va me rester du 1 demi de t moins un quart de t, ça fait un quart de t. Donc en fait, il va me rester du 1 quart de t moins 1 exponentielle t. Et on retombe bien, votre méthode de cours de l'année dernière refait la même chose. J'ai peut-être été un poil plus long. C'est certainement un poil plus long, mais vous n'avez pas d'autres méthodes ou d'autres cours à... C'était le but de vous montrer que on sait tout faire maintenant. Il n'y a plus besoin de cas particuliers. GP de T, ça fait ça. Et donc, les solutions de F sont de la forme. Je me permets de revenir à la lettre U parce que j'ai pas fait du U jusque-là. On était en U normalement en termes de lettres, donc ça faisait du AU plus B exponentielle de moins U plus 1 sur 4 U moins 1 exponentielle de U. Je sais plus quel numéro de question c'est, je mets question 3, mais c'est peut-être pas la question 3. On a G solution de F si et seulement si F est solution de E. Et on avait posé que c'était quoi? C'était F d'exponentielle U qui vaut G de U. Donc F de exponentielle U, ça fait ce qu'on a trouvé là-haut, du AU plus B. Tiens, je vais me permettre de l'écrire le exponentielle moins U, je vais plutôt l'écrire comme du exponentielle U en bas. Plus 1 quart de U moins 1 exponentielle U. Et donc, F de T, en fait, je pose T qui vaut exponentielle U tout simplement. Donc ce qui fait que U, ça fait ln de T. F de T, ça fait du A ln de T plus B sur T plus 1 quart de ln de T moins 1 fois T. C'est ça les solutions de notre équadif à nous. Bon, exercice complètement faisable en première année. Hein. Je vous assure que vous aviez le second membre pour gérer le second membre en première année. Je voulais juste vous le faire avec la variation des deux constantes pour vous montrer que ça marche aussi. Et merde. Vous m'avez rien dit, hein. J'ai bien vu l'heure passer et vous avez bien fait de rien dire. Vous allez perdre 20 minutes de TD, c'est tout. Hein, mais je dois faire mon interro. Vous pouvez me le dire, hein, je vais arrêter avant. Tant pis pour vous, vous allez perdre 20 minutes de TD, hein, mais je vais la faire l'interro. On va arrêter là du coup, puisque je vais pas commencer autre chose pour 4 minutes. Il est 46. On fait notre pause là maintenant et on recommence à 10h01 du coup. On recommence 4 minutes plus tôt. Voilà.